Alors, le marquis de Montcalm est un personnage très controversé dans les livres d'histoire. L'abbé Henri-Raymond Casgrain est très sévère avec lui, il le présente comme un militaire incompétent par opposition au chevalier de Lévis qui, à son avis, lui était supérieur. Guy Frégault, dans le livre qui fait autorité sur le domaine de la guerre de la conquête, est également très sévère face à Montcalm. Dans le dictionnaire biographique du Canada, William John Eccles retient les arguments négatifs contre Montcalm. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'année passée de la conférence que j'avais faite sur Frontenac. Je vous rappelle que j'avais parlé de William John Eccles, qui était également très sévère face à Frontenac. Pourtant, Montcalm a ses défenseurs. Thomas Chappé a écrit en 1911 une excellente biographie où il le présente comme un héros. Lionel Gros le présente également comme un grand capitaine. Pour ce qui est maintenant des spécialistes de l'histoire militaire, c'est peut-être ça qui est le plus intéressant, étant donné que nous sommes dans le domaine de l'histoire militaire, bien, le jugement est assez positif. George F. Stanley, dans le livre Nos soldats, dit qu'il a été le meilleur officier de toute la guerre de la conquête. Et Charles P. Stacey, qui est vraiment le spécialiste numéro 1 de l'histoire militaire au Canada, c'est lui qui a écrit en 4 volumes l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, l'histoire de l'armée canadienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait servi pendant toute la guerre à l'état-major canadien en Angleterre et il connaît vraiment ça. Le meilleur livre sur la bataille de Québec, c'est sans doute lui qui l'a écrit. Et il semble considérer que Montcalm a bien défendu la ville de Québec. Par contre, Stacey est très sévère avec Wolfe. Pour lui, Wolfe était vraiment en dessous du niveau de la compétence. On y reviendra tantôt. D'où vient cette controverse? Ben, en fait, c'est que Montcalm était commandant-chef de l'armée et celui qui était le gouverneur de la colonie de la Nouvelle-France, c'était Vaudreuil. Montcalm, c'était un Français et Vaudreuil était un Canadien. Bon, entendons-nous. Il était né au Canada, son père avait été gouverneur au début du 18e siècle. Il avait vécu aussi en France, mais il avait, par sa famille, beaucoup de contacts avec le milieu ici. Alors, il y a à ce moment-là une rivalité très nette entre les métropolitains et les coloniaux. Et il semble que cette rivalité-là s'est transposée dans le conflit de personnalité, parce que c'était d'abord et avant tout un conflit de personnalité, entre Montcalm et Vaudreuil. Mais j'ai l'impression que les historiens ont repris cette querelle-là à leur compte et l'ont changé, l'ont transformé par la suite pour en faire une espèce de conflit de nationalité entre les Français de France et les Canadiens français. Je pense que c'est un anachronisme parce qu'il ne faut pas penser que Vaudreuil était un Canadien ou un Canadien français. Ça n'existait pas encore à ce moment-là. Vaudreuil est tout aussi français que Montcalm, mais il y a deux sortes de Français. Il y a les Français métropolitains et il y a les Français coloniaux. On a vu ça dans toutes les colonies. C'était le cas en Algérie, c'était le cas dans les Antilles françaises, c'était le cas en Afrique, en Louisiane. On avait ça aussi au Canada. Le marquis Pierre de Rigaud de Vaudreuil était un homme honnête, compétent, c'était un bon administrateur, mais il n'avait aucune expérience militaire. Il a d'abord été gouverneur de Trois-Rivières, ensuite gouverneur de la Louisiane. Il a développé cette colonie-là, il a fait un excellent travail et il est nommé en 1755 gouverneur de la Nouvelle-France. Mais il n'avait jamais commandé plus qu'un détachement de 40 hommes et il n'avait jamais vu le feu de sa vie. Ça, Eccles le dit dans le dictionnaire biographique du Canada. Mais Guy Frégault trouve le moyen d'écrire un livre de 460 pages sur la guerre de la conquête. Il trouve le moyen de dire tout le temps que Vaudreuil était un bon stratège et Montcalm un piètre stratège, mais il ne nous dit jamais à aucun moment, à moins que j'ai été très inattentif, il ne nous dit jamais à aucun moment que jamais Vaudreuil n'a eu un commandement militaire. Il y avait un grade d'officier de marine qu'il avait obtenu par les contacts de sa mère à la cour. Mais sur le plan militaire, Vaudreuil n'avait aucune crédibilité. Pour ce qui est de Guy Frégault, qui est une sommité dans notre histoire de la Nouvelle-France, ce qui m'a frappé en lisant son livre sur la guerre de la conquête, c'est qu'il s'appuie essentiellement sur les sources, sur les journaux anglais et anglo-américains. C'est comme s'il avait porté... Regardez ses notes de bas de page, c'est toujours des journaux de Boston, de New York.
ou de Londres. Il va assez rarement directement à la correspondance, directement aux archives. C'est assez spécial parce que c'est comme s'il portait un espèce de regard anglo-saxon sur la guerre de la conquête. Il faut se rappeler que Guy Frégaud a joué un rôle important dans la Révolution tranquille, non seulement comme intellectuel, parce que c'est une des figures de proue de ce qu'on a appelé l'École de Montréal, qui est à l'origine du néo-nationalisme québécois, mais même comme haut fonctionnaire, il a travaillé au ministère des Affaires culturelles, et c'est un homme de la Révolution tranquille. Et je pense que ça explique bien des choses dans le regard qu'il porte sur la guerre de la conquête. Personnellement, je vous le dis tout de suite, je préfère Thomas Chappé. Thomas Chappé, qui est un homme de la fin du 19e siècle, c'était un bon catholique. C'est lui qui avait mené en 1896 la lutte, en 97, plutôt 1897, la lutte contre le gouvernement libéral qui voulait créer à ce moment-là un ministère de l'Éducation. Il avait réussi à faire bloquer ça. Lui, il était conseiller législatif du Parti conservateur. Bon, il est peut-être, Groulx lui a reproché d'être un peu trop loyaliste, de toujours parler de la noble et généreuse Angleterre. C'est peut-être vrai. Mais pour ce qui est de Montcalm, je pense que son opinion est plus solide que celle de Guy Frégaud. Montcalm est né au château de Candiac, dans le Languedoc-Roussillon, le 28 février 1712. Alors donc, c'est un méridional. Il a le bel accent, il a le tempérament très vif des méridionaux. Il venait d'une famille de noblesse d'Europe, mais qui s'était converti dans la carrière militaire à la fin du 17e siècle. Dès l'âge de 8 ou 9 ans, il obtient un grade dans le régiment de Hainaut. C'est assez curieux, mais c'était comme ça dans l'Ancien Régime. On donnait des grades à des enfants. Évidemment, il n'exerçait pas réellement un commandement. Il va commencer vraiment sa carrière militaire à l'âge de 20 ans. Entre-temps, il a reçu l'enseignement d'un précepteur privé, comme ça se faisait dans les grandes familles aristocratiques, et il va développer une bonne culture. Il était capable de lire le grec, le latin sans aucune difficulté, il composait des poèmes. Il avait aussi des connaissances scientifiques. Donc, c'était vraiment l'honnête homme de l'Ancien Régime. Il épouse Angélique Talon de Boulay, qui était elle-même la fille d'un colonel du régiment d'Orléans. C'était un mariage arrangé, bien sûr, comme ça se faisait dans les familles nobles à ce moment-là. Mais ils ont quand même fini par s'aimer. Et ils ont eu 10 enfants. Il y en a 5 qui ont survécu. Les 5 ont fait des carrières militaires. Enfin, les garçons ont fait des carrières militaires. Les filles ont marié des militaires. Alors, c'était leur situation d'État. Il a profité des contacts de sa femme pour obtenir certaines promotions, parce qu'il faut comprendre que dans l'Ancien Régime, les promotions, que ce soit dans l'armée ou que ce soit dans l'administration civile, ça s'obtient beaucoup plus par les contacts de famille que par la compétence. Vous remarquez que je ne suis pas sûr que ça a tellement changé aujourd'hui. Ce qui est quand même spécial, c'est que Montcalm a toujours été fidèle à sa femme. C'était un bon chrétien, un bon père de famille, un bon mari. Et c'était rare dans l'aristocratie à ce moment-là. On est à l'époque du siècle des Lumières, mais dans sa vie privée, en fait, il semble qu'on n'ait rien à reprocher à Montcalm. Il participe à la guerre de succession d'Autriche. Il a fait de nombreuses batailles, le siège de Prague, la fameuse retraite de Bohême. Il a été blessé, il a eu des promotions, il s'est bien comporté, mais il a souvent participé à des batailles perdues. Il y en a qui ont reproché par la suite à Montcalm d'être un peu trop pessimiste, même d'être un peu défaitiste. C'est que sur les champs de bataille en Europe, il avait expérimenté plus souvent la défaite que la victoire. Mais il termine avec le grade de colonel et avec l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, qui était très prestigieux à ce moment-là. En temps de paix, il mène la vie d'un gentilhomme campagnard. Alors, c'est-à-dire que, c'est comme tous les nobles de ce temps-là, il passait le plus clair de son temps à se chicaner dans des procès de clôture avec son voisin. Il n'était pas en soi très intéressé à venir en Amérique. En fait, il n'y avait pas grands officiers qui étaient intéressés à venir en Amérique parce que c'était pas prestigieux, on était loin du roi. L'important dans l'Ancien Régime, c'est d'être proche, le plus proche possible de la personne du roi. C'est ça qui donne l'autorité, le prestige, les avantages. Mais bon, ça pouvait quand même être un bon tremplin de carrière que d'aller servir en Amérique. Lorsqu'il reçoit sa nomination, sa femme ne veut pas qu'il parte.
c'est sa mère qui a le sens du devoir et qui le convainc d'aller servir le roi, peu importe où le roi lui demande d'aller servir. On a envoyé en Amérique des officiers qui étaient d'envergure moyenne. Hein, les plus brillants officiers, c'est sûr, on les gardait pour l'Europe. C'est d'ailleurs la même chose pour Wolfe, comme on le verra tantôt. C'était, comme Montcalm, un officier moyen qui n'aurait probablement pas obtenu des commandements aussi importants s'il était resté en Europe. Ou du moins, il ne les aurait pas eus aussi vite. En 1756, on le nomme maréchal de camp, ce qui correspond au grade de général de brigade. Et il reçoit le commandement des troupes de terre française en Nouvelle-France. Parce que là, il y a une distinction à faire entre les différentes catégories de forces armées en Nouvelle-France. Il amène avec lui 3 lieutenants qui étaient assez brillants, Lévis, Bougainville et Boulamarque. Nous sommes au temps de la guerre de 7 ans. Elle commence en 1756. Enfin, elle est déclarée en 1756, mais en fait, les Anglais et les Français avaient commencé à se battre depuis au moins un an sur mer. C'est une guerre qui opposait 2 coalitions, essentiellement la France, l'Autriche, la Russie d'un côté, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie qui va changer de camp à la fin de la guerre de l'autre. Les enjeux, c'était un peu comme 2 guerres. L'Autriche et la Prusse s'affrontaient surtout pour le contrôle de la Silésie en Europe centrale, alors que l'Angleterre et la France, qui les intéressaient, c'était le contrôle du duché de Hanovre en Allemagne. À ce moment-là, le roi d'Angleterre, Georges II plutôt, est également roi de Hanovre. Alors, ça a été une espèce de guerre mondiale, quasiment toutes les puissances européennes ont été engagées là-dedans et on s'est battu sur les 5 continents. Ça s'est terminé par une victoire anglaise, pas une victoire décisive en Europe, mais sur mer, oui, ça a été une victoire décisive et la France a perdu presque tout son empire colonial à ce moment-là. En Amérique, la guerre qui affronte les Anglais et les Français avait commencé, même avant de commencer en Europe. Elle commence dès 1754. On l'appelle maintenant la guerre de la conquête. J'aime pas beaucoup cette expression. Elle nous vient du livre de Guy Frégaud. Nos plus anciens historiens l'appelaient la guerre du Canada. Les Américains, eux autres, l'appellent la French and Indian War, hein, selon la vieille habitude classique qu'on appelle une guerre du nom de l'ennemi. Les termes valent ce qu'ils valent, mais bon, je vais quand même retenir l'expression guerre de la conquête. Alors voici quel était le portrait de l'Amérique coloniale en 1755. Alors la Nouvelle-France tient le cœur du continent par le bassin fluvial, Saint-Laurent, Grand Lac, Mississippi. Les colonies anglaises tiennent la côte et sont arrêtées par la chaîne de montagnes des Appalaches. Et entre les deux, vous avez un territoire contesté. C'est essentiellement pour ce territoire contesté, à l'ouest des Appalaches, qu'on va s'affronter. Les Anglais avaient conquis l'Acadie en 1710, mais vous voyez sur la carte, le Nouveau-Brunswick actuel est en blanc parce que ça aussi c'était un territoire contesté. La Nouvelle-France se composait de 4 colonies plus ou moins autonomes. La plus importante c'était le Canada. Ensuite, il y avait les pays d'en haut, ça c'est toute la région des Grands Lacs. Il y avait plus au sud la Louisiane. Et à l'est, l'île Royale, qui correspond à l'actuelle île du Cap-Breton. Et ça, c'est la partie de l'Acadie que les Français avaient gardée après le traité d'Utrecht en 1713. La Nouvelle-Angleterre, elle, est divisée en 13 colonies qui ne sont pas très unies. Avant même la guerre de la conquête, on voyait les milices de Virginie, les milices de Pennsylvanie se tirer dessus dans l'Ouest pour le contrôle de certains territoires. Alors donc, les Anglais ont de la difficulté à faire l'unité contre la Nouvelle-France. Ceux qui sont les ennemis jurés de la Nouvelle-France, c'est plutôt le Massachusetts et New York. Mais plus on descend vers le sud, moins ils ont de récriminations, en fait, contre les Français. Le véritable enjeu de la guerre en Amérique, lorsqu'il commence, c'est le contrôle de la vallée de l'Ohio. Mais certains bellicistes radicaux du côté américain voulaient aller plus loin, voulaient vraiment détruire le Canada pour des raisons parfois idéologiques, hein, la tyrannie des Français papistes qui menaçaient les libertés anglaises. C'était aussi parce qu'ils comprenaient que
pour tenir l'Ouest, il fallait conquérir le Canada. Le Canada réussirait toujours à reprendre le contrôle de l'Ouest si on ne le mettait pas à la raison. En soi, les Américains ne s'intéressaient pas tellement au territoire de la Nouvelle-France, parce que la vallée du Saint-Laurent, parce que c'était pas sur le plan économique quelque chose d'intéressant. Ce qui les intéressait, c'était l'Ouest. La politique anglaise est divisée. Le roi George II mise surtout sur la défense du Hanovre, parce que c'est son duché, c'est ça qui lui tient surtout à cœur. Le premier ministre, William Pitt, lui, est plutôt le porte-parole des intérêts marchands en Angleterre, et pour lui, la priorité, c'est la suprématie sur les mers, le commerce maritime, les colonies. Alors, l'Angleterre est divisée entre une politique continentale et une politique coloniale. Et le point de vue de Pitt va l'emporter à la cour à partir de 1757. À partir de 1757, l'Angleterre va décider de mettre le paquet pour conquérir le Canada. Jusqu'alors, on avait à se battre à peu près uniquement contre la Nouvelle-Angleterre, contre les Américains, et même pas contre toutes les colonies américaines. Mais à partir du moment où les Britanniques envoient une flotte importante et une armée importante, ça change la donne. Et dès l'année suivante, 1758, on voit que la guerre tourne à l'avantage des Anglais. Parce qu'au tout début, on le verra tantôt, c'est continuellement des victoires françaises. La France s'alignait pour gagner cette guerre-là, au début. Mais la France elle-même est divisée entre les objectifs d'une politique continentale et les objectifs d'une politique maritime. Sauf qu'en France, contrairement à l'Angleterre, c'est la politique continentale qui va l'emporter sur la politique maritime. Et voici pourquoi. C'est que la grande crainte de la France, c'est la création d'un puissant État allemand au centre de l'Europe. Les rois Louis XIII, Louis XIV et Louis XV ont fait de multiples guerres dont l'objectif était toujours de maintenir la division des États allemands. À ce moment-là, il y avait des centaines d'États en Allemagne. Il y avait la Prusse, l'Autriche qui avait tendance à vouloir unifier tout ça, mais elle ne réussissait pas parce que la France intervenait pour empêcher l'unification allemande. D'ailleurs, on verra par la suite, au 19e siècle, lorsque l'unification allemande se fera, la France va devoir se taper 3 guerres contre l'Allemagne et elle va en perdre 2 et quasiment perdre l'autre, celle en 1914. Alors donc, la priorité pour les Français, ça va être la politique continentale plutôt que la politique maritime. Évidemment, c'est dommage pour le Canada. Ici, en Amérique, la lutte ressemblait à une lutte de David contre Goliath. Lorsqu'on regarde la population, vous avez à peu près 60 000 Français contre 1 million d'Anglais ou d'Américains. J'emploie le mot américain lorsque je désigne les Anglais qui sont nés en Amérique. Mais le mot américain n'était pas usité à l'époque. Il va apparaître seulement pendant la guerre d'indépendance, mais pour bien distinguer les Américains des Britanniques ou des Anglais, je vais employer ce terme-là. Par contre, vous remarquerez qu'au Canada, le mot canadien, lui, était usité avant la conquête de 1760. Donc, on faisait déjà peut-être une distinction un peu plus forte entre Français et Canadiens qu'on le faisait du côté anglophone. Sur le plan militaire, le déséquilibre est moins impressionnant que sur le plan démographique. 10 000 Français contre 45 000 Anglais. Les Français mobilisaient leur population au maximum. Stacey dit que le taux de mobilisation de la Nouvelle-France a été supérieur à celui des États totalitaires pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les Canadiens, c'était vraiment un peuple en armes. Ils entreprennent la guerre avec confiance, d'autant plus qu'ils ont quasiment gagné la guerre précédente, 1744 à 1748. Bon, ils ont perdu Louisbourg, c'est vrai, mais ils ont donné vraiment beaucoup de fil à retordre. Et donc, ils n'arrivent pas dans cette guerre avec le sentiment qu'ils vont être inévitablement battus. La supériorité démographique des Anglais ne les impressionnait pas. Par contre, les Anglais étaient très impressionnés par la combativité de la Nouvelle-France. Ils avaient beaucoup d'admiration pour ce petit peuple qui réussissait à leur tenir tête. Voici comment se composaient les armées de la Nouvelle-France. D'abord, il y a les soldats réguliers français. Ce sont des soldats professionnels
qui sont bien payés, qui coûtent très cher et qui viennent de France. Ils savent se battre à la manière européenne. Vous avez également ce qu'on appelait les troupes de la marine. Ça, c'était des soldats aussi professionnels, mais pour la plupart canadiens. Bon, il y avait aussi des Français, mais c'était quand même une majorité de Canadiens. C'est eux qui s'étaient illustrés dans les guerres précédentes. On les appelait les troupes de la marine, non pas parce que c'était des fusiliers marins là, ou des Marines, c'était pas ça. C'est tout simplement parce qu'administrativement, ils relevaient du ministère de la Marine plutôt que du ministère de la Guerre. Mais comme tel, c'était des combattants de terre, c'était des fantassins. Vous avez également les miliciens canadiens. Alors ça, c'est des espèces de paysans soldats qui font un service militaire temporaire et qui sont appelés en cas de besoin. Ils étaient très efficaces pour défendre leurs terres. C'est eux qui ont remporté la longue guérilla contre les Iroquois, mais ils étaient moins utiles pour aller faire des guerres lointaines parce que la seule chose qui les intéressait, c'était de revenir chez eux pour faire les semailles et pour faire les récoltes. Ils étaient organisés selon les districts de Québec, Trois-Rivières et Montréal. Les meilleurs, c'était ceux de Montréal parce que les miliciens de Montréal avaient très souvent fait la course des bois. Et aussi, il y avait une expérience du combat parce que toutes les guerres iroquoises avaient été pas mal dans la région de Montréal. Donc, les miliciens de Québec avaient une moins bonne réputation. Vous avez également les auxiliaires indiens qui sont utiles pour faire de la reconnaissance, pour faire des embuscades, pour faire des attaques surprises et aussi pour massacrer. Quand on veut massacrer des civils, on envoie les Indiens. Mais les Indiens vont jouer un rôle de moins en moins important plus la guerre avance, parce que les Indiens n'étaient pas capables de combattre face à des troupes un peu nombreuses. Quand il y avait des canons, quand il y avait des fortifications, ils s'en allaient sans avertir personne. Alors, au fond, l'efficacité militaire des Indiens était assez réduite. Du côté britannique, vous avez à peu près les mêmes catégories. Vous avez des réguliers qui viennent de l'Angleterre. Ce sont des soldats anglais, écossais ou allemands. Hein, quand vous les voyez avec le petit chapeau en pointe comme ça, là, ça vient du Hanovre. Alors, ils se battaient quand même pour leur prince, qui était en même temps roi d'Angleterre. C'était pas des mercenaires. Mais les soldats d'élite, c'était définitivement les Écossais. Il y avait les Rangers américains qui correspondent à peu près aux troupes de la marine au Canada. Ils avaient une bonne réputation aux États-Unis. Ils n'ont jamais fait grand-chose contre les Canadiens, on le verra plus tard. Wolfe avait pas beaucoup d'estime pour eux. Il n'en a pas amené beaucoup au siège de Québec. Et la seule tâche militaire qu'il leur a confiée, c'est d'aller brûler les fermes des Canadiens parce qu'ils ne pensaient pas qu'ils étaient très efficaces au combat par ailleurs. Les milices coloniales américaines sont encore moins efficaces que les Rangers. Eux, c'est des soldats à temps partiel, un peu comme nos miliciens. Et les Anglais ont aussi quelques auxiliaires indiens, essentiellement Iroquois. La guerre commence en 1754 par l'affaire Jumonville. Il y avait dans l'Ouest un territoire contesté et le gouverneur de la Virginie envoie une délégation pour affirmer le droit de propriété ou de souveraineté des Britanniques sur une région que les Français considéraient leur appartenir. L'officier français qui s'appelait Jumonville s'approche des Américains et on le descend tout de suite, sans même parlementer. Ça a été considéré comme un meurtre. Et celui qui était responsable, c'est nul autre que George Washington. Il avait à ce moment-là 22 ans et c'est lui qui commandait le détachement américain. Alors, inutile de dire que les Français et les Canadiens voulaient lui régler son compte. Il s'est barricadé dans le fort Nécessité et il a été obligé de capituler pas longtemps après. Ça a été une honte pour la milice coloniale de la Virginie. Il n'y a pas eu de procès contre Washington pour meurtre, mais on a fait signer à Washington un document à l'effet qu'il reconnaissait avoir assassiné Jumonville. Bon, par la suite, Washington s'est défendu en disant qu'il avait mal compris le texte français de ce qu'on lui faisait dire, mais la plupart des historiens admettent qu'il a une responsabilité là-dedans. C'est pas à son honneur. Ça l'a bien scandalisé en Europe. Même Voltaire, qui était pourtant un grand anglophile, a dit « Je ne suis plus anglais » depuis que les Anglais assassinent nos officiers dans l'Ouest américain. Sur mer, la guerre avait commencé déjà en 1755.
Les Français envoient des renforts au Canada, 18 navires, et ils sont attaqués dans le golfe du Saint-Laurent par la marine britannique qui réussit à en prendre 2, l'Alcide et le Lys. Les autres ont réussi à passer. D'ailleurs, la marine française s'est très bien comportée pendant toute la guerre de la conquête. Elle était en infériorité numérique, mais elle n'était pas en infériorité qualitative, et ils ont habituellement été capables d'échapper assez bien aux Britanniques. Les Britanniques s'attaquent au fort Beauséjour, qui était situé à la frontière actuelle entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. C'était encore un territoire français, et les Français avaient fortifié cette région-là. Ils faisaient des raids en Acadie, qui avait été rebaptisée Nouvelle-Écosse par les Anglais. Alors, donc, les Anglais vont faire tomber le fort Beauséjour, qui a capitulé, ou dire de certains un peu rapidement. On a même passé l'officier en conseil de guerre, mais bon, il s'en est tiré parce qu'il avait, des bonnes protections par Vaudreuil. Il s'agit de l'officier Vergard, dont je vous reparlerai plus tard, parce qu'il a joué aussi un rôle malheureux lors de la bataille des Plaines d'Abraham. La prise du fort Beauséjour par les Anglais préparait l'entreprise de déportation, ce que l'on appelle le grand dérangement, mais qui était en fait tout simplement ce qu'on appelle aujourd'hui une épuration ethnique. Les Anglais avaient préparé ça depuis quelques années, et c'était nécessaire pour eux de se débarrasser de ce fort français avant d'entreprendre l'opération. Dans l'Ouest, les Américains essaient de s'emparer du fort Duquesne. Le fort Duquesne était à la jonction de plusieurs rivières, dont la rivière Monongahela, la rivière Ohio et une autre dont le nom m'échappe. Et c'était vraiment une clé de voûte là, pour toute la vallée de l'Ohio. Les Français avaient installé un fort là. Pour vous situer géographiquement, c'est aujourd'hui où se trouve la ville de Pittsburgh. Quand les Anglais vont prendre cet endroit, ils vont rebaptiser ça Pittsburgh, du nom de William Pitt, le premier ministre de l'Angleterre. Alors, les Anglais, avec le général Edward Braddock, mobilisent une grosse troupe pour aller prendre Fort Duquesne, et ils sont lamentablement arrêtés par les Français. Pendant quasiment toutes les batailles, les Français étaient en infériorité numérique, et ils réussissaient à gagner tout de même. Daniel Boone, le célèbre Daniel Boone, était membre de cette expédition. Alors, je vous ai mis ici 2 images de Daniel Boone, une vraie et une télévisuelle. Probablement, vous connaissez plus la télévisuelle, mais là, vous aurez maintenant l'occasion d'avoir vu le véritable Daniel Boone. À vous de juger lequel est le plus beau. Je pense que la TV, comme le cinéma, arrange toujours un peu les choses. Mais quoi qu'il en soit, Washington aussi était à la bataille de la Monongahela, et là, il s'est bien comporté, paraît-il. Il a couvert la retraite des Anglais, et on l'a surnommé le héros. Ben, c'était le héros, en fait, d'une déroute. Un peu plus tard, les Français font un raid en Acadie. Je vous ai parlé de la déportation. Alors, il y a des navires anglais, 3 navires anglais, qui font le tour de la baie de Fundy, pour brûler les villages acadiens, ramasser le plus d'Acadiens possible, les déporter. Et ils se font attaquer par Gaston Deschamps de Bois-Hébert, qui partait de l'île Saint-Jean. Ça, c'est l'île du Prince-Édouard aujourd'hui. Les Français avaient gardé ça. Et partant de là, il a fait un raid qui a embêté les Anglais, mais qui n'a malheureusement pas empêché la suite de la déportation. Ça a quand même sauvé une trentaine de familles acadiennes. Mais les Français vont subir un demi-échec près du lac George, dans l'actuel État de New York, le 8 septembre. C'est une bataille indécise, mais que l'on met du côté des victoires anglaises, parce que le commandant en chef de l'armée, celui qui précédait Montcalm, il s'agit de Jean-Armand Diesco. En fait, probablement que c'était Johann Hermann Diesco. C'était un Allemand qui venait de la Saxe, mais la Saxe est alliée aux Français. Et donc, il était du côté français. Et il a été blessé. Il a refusé de quitter le champ de bataille. Il a encore été blessé. Finalement, les Anglais l'ont fait prisonnier, l'ont emmené en Angleterre, et il va être libéré après la fin de la guerre de 7 ans, en 1763. Mais là, il n'y avait plus de commandant en chef des troupes françaises en
en Amérique, jusqu'à l'arrivée de Montcalm le 13 mai 1756. Le gouverneur Vaudreuil va d'abord charger Montcalm d'aller prendre le fort Oswego, que les Anglais avaient construit. Vous le voyez sur la carte, c'était sur le bord du lac Ontario, à un endroit que les Français, eux autres, appelaient Chouaguin. Et les Français sont arrivés. Il y a eu une charge assez vigoureuse des miliciens canadiens à ce moment-là. Et les miliciens canadiens qui étaient commandés par deux officiers, le chevalier de Lévis, donc l'adjoint de Montcalm, et aussi François-Pierre Rigaud de Vaudreuil, qui était le frère du gouverneur. Alors, si je vous ai dit que Vaudreuil n'avait aucune expérience militaire, mais ce n'était pas le cas de son frère, qui lui semble avoir été assez bon, du moins dans l'art de la petite guerre de bois. Le gouverneur Vaudreuil considérait que la bataille de Chouagan, c'était sa victoire. En fait, c'était plutôt celle de son frère. Mais remarquez que Lévis commandait une troupe canadienne. Ça, c'était rare qu'on faisait commander des Canadiens par un Français, mais Lévis, contrairement à Montcalm, avait l'art de se faire aimer des Canadiens. Ce qui a nuit à la réputation de Montcalm, fort probablement, c'est les propos méprisants qu'il tenait à l'égard des Canadiens dans son journal personnel et dans sa correspondance. Et ça, il semble bien que c'est vrai. Thomas Chappé, qui est pourtant qui fait l'éloge de Montcalm, le dit lui-même. On trouve là-dedans des passages qui ne peuvent pas faire autrement que de choquer nos oreilles canadiennes françaises d'aujourd'hui. Lévis, semble-t-il, était un peu plus diplomate. Il avait réussi à bien se faire voir de Vaudreuil, de l'intendant Bigot. Montcalm, la diplomatie, c'était pas ça qui était tout à fait son fort. Mais on n'hésitait pas à confier le commandement de Canadiens à Lévis. Il y avait une grande différence de conception de la guerre entre Vaudreuil et Montcalm. Vaudreuil prônait la petite guerre à l'indienne, comme elle s'était toujours faite en Amérique, alors que Montcalm prônait plutôt la guerre classique. Hein? Les Canadiens étaient meilleurs dans la guérilla, les Français étaient meilleurs dans la guerre conventionnelle. Mais le problème, c'est que Vaudreuil ne semblait pas comprendre que la guerre est en train de changer de nature en Amérique à cause de l'arrivée d'importantes troupes britanniques et françaises. La guerre ressemblerait de plus en plus à une guerre à l'européenne, et j'ai l'impression que Vaudreuil était un peu en retard d'une guerre là-dessus. Il n'avait pas compris qu'on s'enlignait vers d'autres choses. On va le voir lors de la prise du fort William Henry par les Français l'année suivante. Alors, Montcalm doit aller prendre le fort William Henry à la demande de Vaudreuil. Mais là, c'était un endroit stratégique, vous le voyez ici sur la carte, hein, c'était pas loin de Albany. Ça contrôlait l'entrée de la rivière Hudson, c'était près du lac George, le fleuve Richelieu qui conduit jusqu'à Montréal. Donc c'était un endroit stratégique. Les Anglais avaient installé une importante fortification à cet endroit-là. Mais ça a été une espèce de siège à l'européenne. Montcalm l'a emporté, ça n'a pas pris grand temps, 3 jours de combat, mais ça a pris des semaines à bouger ses troupes, à amener des canons. Alors, vous imaginez ce que ça pouvait être à cette époque-là, d'amener des canons dans le bois, dans des canaux. Et pensez que c'était pas tout d'amener le canon, il fallait amener les boulets aussi, à dos d'homme. Il n'y avait pas de route. Montcalm a été obligé de faire abattre des arbres et de construire une route pour pouvoir amener les canons, les canons de manière plus efficace. Alors, les déplacements des troupes étaient très, très lents en Amérique du Nord, les distances étaient longues. En Europe, il y avait au moins des petits sentiers plus ou moins praticables qu'on pouvait utiliser pour transporter les équipements lourds, mais ce n'était pas le cas en Amérique. Mais on voit que la guerre commence à prendre une tournure européenne ici parce que William Henry va tomber à la suite d'un siège en bonne et due forme avec des canons, des tranchées et tout ça. Les Anglais n'ont pas résisté tellement longtemps, William Henry d'ailleurs. Ils vont être faits prisonniers. Et les Indiens alliés aux Français vont massacrer un certain nombre de prisonniers anglais
une cinquantaine, probablement. Les Anglais, eux autres, parlaient de 300 ou 400. Là, ils ont gonflé un peu les chiffres dans leurs journaux. Les Français ont perdu le contrôle de leurs alliés. Pourtant, les Anglais, on leur avait laissé leurs armes, le bagage. On avait accepté qu'ils retournent au fort Edwards, qui était un petit peu plus au sud. Mais il y avait une chose que les Indiens voulaient absolument avoir. Devinez quoi? L'alcool. Ils savaient que dans les bagages anglais, il y avait de l'alcool. Et il y a certains Anglais qui, pour calmer les Indiens, leur ont donné de l'alcool. C'était une erreur. Parce que sachant qu'il y en avait, là, ils ont voulu en avoir encore plus. Alors, dans les livres d'histoire américains, on parle du massacre de William Henry, et il a fallu que les Français, finalement, prennent les armes pour défendre les Anglais contre les Indiens. Montcalm lui-même est intervenu personnellement. Ça a été difficile, mais il a réussi à calmer les choses. À ce moment-là, il aurait pu aller un peu plus loin et marcher sur le fort Edward. Il y a des historiens qui ont dit que Montcalm avait commis une erreur militaire. Il avait remporté la victoire à William Henry, mais il n'avait pas suffisamment exploité son avantage. Guy Ferrigaud dit que c'était une décision absolument indéfendable qui montre toute l'incompétence de Montcalm. Mais sur quel argument s'appuie-t-il? Sur l'opinion de l'intendant Bigot, qui ne connaissait rien aux questions militaires et qui était une fiefée crapule. Il n'y a pas d'autres arguments que ça, l'opinion de Bigot. Il dit Montcalm aurait pu se rendre à Albany et même à New York. Allons donc. Est-ce qu'on pouvait partir à la conquête d'un peuple d'1 million d'habitants quand on est 60 000? Même si les Français s'étaient rendus à Albany, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire après? Sinon un massacre, puis ensuite déguerpir le plus rapidement possible. Il fallait faire une guerre défensive, pas une guerre offensive. Et pourtant, Ferrigaud reproche cette attitude à Montcalm. Thomas Chappelle, lui, souligne qu'après la bataille de William Henry, les troupes étaient épuisées, notamment à cause du transport de canons, dont je vous ai parlé. On manquait de vivres, on manquait de munitions. Les Indiens avaient carrément déserté et les miliciens canadiens ne voulaient que revenir chez eux pour faire leur récolte. Alors, Chappelle me semble avoir de meilleurs arguments pour justifier la décision de Montcalm. Pour ce qui est de Vaudreuil, il va ordonner ensuite un assaut sur German Flat le 12 novembre 1757. Là, on arrive à l'automne. Quand c'est l'automne, l'hiver, là, la guerre de raid menée par les Canadiens est toujours un peu plus efficace, soit à l'automne, soit au printemps. Dans le gros d'hiver, on ne bougeait pas, ni d'un côté ni de l'autre. Ce qu'on faisait, c'est qu'on commençait à se déplacer en février pour attaquer vers la mi-mars, quand il y avait le dégel, pour pouvoir revenir après le plus vite possible. C'était la stratégie habituelle. Mais il y avait dans l'actuel État de New York un village allemand, de colons allemands, qui venait du Palatinat. Et comme le Palatinat était allié à la France dans la guerre de 7 ans en Europe, Vaudreuil avait demandé à ces Allemands-là de se joindre aux Français. Mais les Allemands avaient été installés par les Anglais qui ont décidé de rester loyaux au roi d'Angleterre. On les comprend. Et Vaudreuil a décidé de les punir en faisant finalement un massacre d'une quarantaine de colons. C'est le genre d'expédition qu'il semblait aimer. L'été suivant, en 1757, les Anglais songent à attaquer Louisbourg. Une grosse flotte. Mais elle prend du retard, elle arrive à Halifax un peu trop en retard, mais surtout elle est devancée par une flotte française presque aussi importante qui était commandée par l'amiral de la Motte. Et là, on peut dire que la marine française a sauvé Louisbourg en 1757. Si les navires français n'étaient pas arrivés avant les Britanniques, ben là, il y aurait eu un siège dès 57. Mais c'est probablement la dernière grande victoire de la flotte française pendant la guerre de 7 ans, même si en réalité, il n'y a pas un seul coup de canon qui s'est échangé. Vous savez, à la guerre, des fois, on peut remporter des victoires uniquement par le mouvement. Si on réussit à avoir un avantage numérique, ça se faisait beaucoup dans les guerres au 18e siècle. Pendant ce temps-là, les fameux Rangers américains essayent d'attaquer les Français au lac Saint-Sacrement. Ça, c'est le nom que les Français donnaient au lac Georges. On est toujours dans la même région. C'est vraiment lac Champlain, lac Georges, rivière Hudson. C'est vraiment là qui était la ligne de front pendant toute l'histoire de la Nouvelle-France. Mais les Rangers, qui sont commandés par le célèbre Robert Rogers,
qui est le héros américain de la guerre de 7 ans, même s'il y a une mauvaise réputation dans les livres d'histoire par la suite, parce que quand il va y avoir la guerre d'indépendance, il va prendre le camp des loyalistes plutôt que le camp des révolutionnaires. Alors, mais pour ce qui est de la guerre à l'époque de la guerre de la conquête, c'est leur héros. Mais quel exploit a-t-il fait? Ben, je vais vous le montrer. Ben, il s'est sauvé des Français en grimpant sur cette colline. Alors, on a appelé, la suite, on a appelé cette colline-là de Roger Rock. Alors, donc, le grand exploit de Robert Rogers, c'est d'avoir fui devant les Français. Remarquez que quand il va être ici, à Québec, il va accomplir un autre exploit, il va brûler des villages canadiens, puis il va aller massacrer un village indien aussi. C'est à peu près ça. Ça n'a pas empêché Hollywood d'en faire une vedette dans le film Northwest Passage en 1940. Alors, les livres d'histoire aux États-Unis n'ont pas écrit nécessairement de la même manière que les nôtres. C'est intéressant parfois voir la confrontation. Été 1758, là, c'est sérieux. Les Anglais vont assiéger Louisbourg et à ce moment-là, la flotte française ne peut pas lui venir en aide. Les Britanniques sont commandés par l'amiral Edward Boscawen et le général Geoffrey Amherst. La marine française avait été affaiblie, premièrement par une épidémie de typhus dans les ports de Brest et de Toulon au cours des mois qui avaient précédé. Elle avait été aussi affaiblie par une importante tempête lorsque les navires étaient partis de Toulon. Et puis, elle avait subi aussi une défaite devant Carthagène, là, en face de l'Espagne, aux mains des Britanniques. Donc, là, c'est le début du déclin de la marine française pendant la guerre de 7 ans. L'officier qui va s'illustrer pendant le siège de Louisbourg, c'est James Wolfe, qui a vraiment été un commandant de choc. Il y a des historiens qui ont dit de James Wolfe que même si ce n'était pas un brillant stratège, c'était quand même un bon officier régimentaire. Il avait du courage, il était très habile dans les patrouilles de reconnaissance, il était capable de monter à l'assaut, mais en tout cas, c'est l'opinion de Stacey, il a peut-être monté un petit peu trop haut par rapport à ses compétences. Mais en fait, quoi qu'il en soit, il a réussi à mener à Louisbourg une opération amphibie, à faire charger les fameux Highlanders écossais et finalement à prendre Louisbourg, mais après une résistance de 2 mois. Les Français ont quand même tenu longtemps à Louisbourg. Ils ont capitulé le 26 juillet 1750. Par la suite, Wolfe va aller brûler des villages de pêche français en Gaspésie, dans l'actuel Nouveau-Brunswick, dans la baie des Chaleurs. Alors, pourquoi? Probablement pour protéger les intérêts économiques des pêcheurs anglais qui allaient dans les mêmes eaux, peut-être. Aussi par désir de vengeance. Il a écrit une drôle de lettre avant même d'arriver à Québec. Il écrivait ça à son supérieur Amherst. Il parlait des plans qu'il avait pour le siège de Québec. Il dit « Je propose de mettre la ville », ça c'est de Québec qui parle, « Je propose de mettre la ville à feu avec nos obus, de détruire les moissons, les maisons et le bétail, d'expédier le plus de Canadiens possible en Europe et de ne laisser derrière moi que famine et désolation. Belle résolution et très chrétienne. » Là, ici, il se moque du surnom du roi de France, le roi très chrétien. « Mais nous devons montrer à ces scélérats à faire la guerre comme des gentilshommes. » Alors, les scélérats en question, c'était les Canadiens. Dans d'autres lettres, il les appelle de la vermine, les criminels. Les Anglais n'aimaient pas du tout les raids que les Canadiens et leurs alliés indiens faisaient de temps en temps en Nouvelle-Angleterre. Alors, il y avait des massacres, de la torture, des scalps, des prises d'otages. On prenait des enfants en otage. Il y a certains Américains comme ça, enfants américains qui se sont retrouvés en Nouvelle-France et qui ont vécu en Nouvelle-France toute leur vie par la suite. Mais c'était quelques dizaines de personnes qui étaient touchées. Quand Wolfe va intervenir, ben là, c'est plutôt de l'ordre de plusieurs milliers de personnes. Quand on pense à la déportation des Acadiens, c'est peut-être 6 ou 7 000 Acadiens sur 10 000 qui ont été déportés. Et parmi tous ceux qui ont été déportés, il y en a la moitié qui sont morts en chemin. C'est pas rien qu'une épuration ethnique, c'est aussi un génocide. Alors, c'est comme si l'Angleterre
s'enlignait déjà vers la conception de la guerre totale que l'on va connaître malheureusement au 20e siècle. Les Français vont remporter une dernière très brillante victoire à Fort-Carillon le 8 juillet 1758. Les Anglais voulaient s'emparer de ce fort qui tenait le lac Champlain. Le général Abercrombie avait déplacé 16 000 hommes. Les Français étaient à peu près 4 000. Donc, on se battait à 4 contre 1 et on a réussi à gagner parce que la défense avait été bien préparée. Le fort Carillon était entouré d'eau de 3 côtés. En arrière, il y avait une butte avec des arbres. Donc, les Anglais devaient passer par l'arrière du fort pour attaquer. C'est ce que Abercrombie a fait. Mais les Français avaient coupé des arbres, aiguisé les souches, durci ça au feu pour que ça devienne un peu comme une espèce de muraille. Alors les Anglais tombaient là-dedans, puis se rentraient les souches dans le ventre. Alors c'était assez terrible. Ils n'ont jamais été capables de passer à travers, malgré l'assaut vigoureux et frénétique des fameux Black Watch écossais qui ont perdu la moitié de leurs hommes lors de la bataille de Carillon. En fait, l'erreur de Abercrombie à ce moment-là, c'est il a compté sur son avantage numérique, il pensait pouvoir prendre la place rapidement. Ce qu'il aurait dû faire, c'est d'attendre plusieurs semaines, peut-être même quelques mois, d'amener des canons, de faire un siège en bonne et due forme, et avec le temps, il l'aurait probablement eu. On lui a reproché ça et on va le démettre de son commandement pour le remplacer par Amherst, qui lui avait réussi à prendre Louisbourg la même année. Les Français ont tenu bon à Carillon. Les Indiens et les Canadiens, même s'ils étaient peu nombreux, ont quand même joué leur rôle, mais Carillon, c'est essentiellement une victoire des troupes régulières françaises. Donc là, les Français avaient fait la preuve qu'ils étaient capables de se battre aussi bien en Amérique que les Canadiens. Et c'est l'apogée de Montcalm, c'est sa plus grande victoire. La bataille de Carillon est célébrée même en Europe à ce moment-là, d'autant plus que les Français commençaient à accumuler des défaites en Europe. Justement, c'est en Europe que le débat Montcalm-Vaudreuil va se déplacer. Au cours de l'hiver 58-59, Vaudreuil et Montcalm ne sont plus capables de se sentir. Malgré sa victoire de Carillon, Vaudreuil a demandé le rappel de Montcalm. Il voulait le remplacer par Lévis. Alors, chacun délègue des porte-paroles à la cour. Le porte-parole de Montcalm, c'était Louis-Antoine de Bougainville, excellent officier, excellent marin, excellent explorateur aussi. Hein, on va se faire connaître un peu plus tard pour des explorations qu'il va faire dans le Pacifique. Le porte-parole de Vaudreuil était moins respectable. Il s'agit de Michel Jean-Hugues Péan, qui était un commerçant, un homme d'affaires plutôt véreux, qui faisait partie du clan Bigot. Bigot était intendant de la Nouvelle-France depuis 1748 et sa grande préoccupation, c'était de rendre à l'armée française le matériel le plus cher possible. Et s'il pouvait leur vendre 2-3 fois, il revendait souvent le même équipement 2-3 fois. C'est ce qu'on appelle un profiteur de guerre. Alors, il y en a dans toutes les guerres. On en a eu ici aussi. Et il avait tout un réseau avec Péan et d'autres. D'ailleurs, ces gens-là vont être traînés en justice en France après la défaite. Et Bigot va être ruiné. Point de détail, c'est que Mme Péan était la maîtresse aussi de François Bigot. Alors, ça favorisait les affaires de son mari. Et Péan avait à Montréal un dépôt d'approvisionnement que les gens avaient surnommé la friponne, hein, parce que c'était là où se faisaient toutes les malversations, les ventes scandaleuses à l'armée et tout ça. Et si on appelait ça la friponne, c'est un mot bien anodin aujourd'hui, mais au 18e siècle, ça frappait un peu plus fort ce terme-là. Je ne vous le traduirai pas en langage moderne, mais vous pouvez peut-être vous imaginer qu'est-ce que ça voulait dire. Mais il faut savoir que Bigot, Péan et toute sa clique étaient en fait les agents d'une célèbre famille de marchands de Bordeaux, d'origine juive, comme par hasard,
la famille David et Abraham Gradis, qui avaient fait fortune dans le commerce colonial. Montcalm dénonçait la malhonnêteté de Bigot à Paris, d'un côté, mais d'un autre côté, ici, il essayait de bien s'entendre avec lui, il acceptait de paraître assez bal de temps en temps, même si ça lui pesait. Parce qu'il faut savoir que l'intendant, c'était lui qui était chargé de l'approvisionnement de l'armée. Donc, si Bigot n'avait pas été collaborateur, Montcalm aurait pu avoir des difficultés. Et par ailleurs, Bigot faisait bien son travail. Oui, l'armée était bien approvisionnée. Même la population civile était bien approvisionnée. Guy Frégault, qui a fait une biographie de François Bigot, il a essayé de le réhabiliter et en disant, ben oui, mais oui, c'est vrai que c'est une crapule, c'est vrai que c'est un gars qui s'est enrichi, c'est un voleur, mais il est un administrateur efficace, c'est un bon homme d'affaires. Drôle de raisonnement, mais tout à fait dans l'esprit de la Révolution tranquille à laquelle participait Guy Frégault. Alors, quoi qu'il en soit, Montcalm essayait un peu de... Il n'était pas à couteau tiré avec Bigot comme il l'était avec Vaudreuil. Alors, après la guerre, Bigot va être traîné en justice, et sa fortune va être saisie, il va devoir s'exiler en Suisse. Mais il ne mourra pas dans la misère parce que les fameux frères Gradis, dont je vous ai parlé tantôt, vont toujours le soutenir jusqu'à sa mort. Pendant ce temps-là, le ministre de la Marine en France, c'est Nicolas-René Berryer. Il déçoit Bougainville en lui disant que la France n'a pas les moyens d'envoyer des renforts au Canada. On va envoyer quelques renforts symboliques, 400 hommes, quelques navires. On a donné des promotions et des médailles, mais on ne pouvait pas faire plus. Pour ce qui est maintenant du statut de Montcalm, Berryer était prêt à remplacer Montcalm par Lévis. Alors ça vous prouve que Vaudreuil avait quand même à la cour des contacts assez solides. Mais il y a eu l'intervention directe du roi Louis XV pour empêcher ça. En vertu d'un raisonnement bien simple et bien logique, on ne remplace pas un général vainqueur. Depuis que Montcalm était au Canada, ça faisait 3 ans, il n'avait jamais subi la défaite. On ne remplace pas un gagnant. Berryer a dit à Bougainville, on ne sauve pas les écuries quand le feu est à la maison. Alors ça, c'est une phrase qui n'est pas bien appréciée au Québec, parce qu'on compare finalement le Canada à des écuries. Bon, la phrase était peut-être mal formulée, mais l'idée était quand même réelle. La France était en train de perdre la guerre en Europe, elle n'avait pas les moyens d'envoyer trop de renforts en Nouvelle-France. Mais surtout, c'est que la France avait un autre plan. Il y avait un projet d'invasion de l'Angleterre, et le projet était sérieux. On rassemblait les troupes, on rassemblait surtout les navires. Alors, on voulait garder le plus de navires possible en France pour faire un débarquement. On prévoyait débarquer 100 000 hommes en Angleterre. Si ça avait réussi, c'est certain que la France battait l'Angleterre. Sur le plan terrestre, l'armée française était, à cette époque-là, nettement supérieure à l'armée anglaise. Mais c'était bien difficile de débarquer à cause de la force de la Royal Navy. On est en 1759. L'opération va effectivement être tentée, mais elle va échouer parce que la marine française va subir une défaite au cours de l'année 1759. Alors, on arrive maintenant au moment final de notre histoire, le siège de Québec, du 26 juin au 18 septembre 1759. Il faut comprendre que la bataille des plaines d'Abraham, ce n'est qu'un épisode. C'est même pas l'épisode final, c'est un épisode peut-être le plus important, mais d'une grande bataille qu'on pourrait appeler la bataille de Québec ou le siège de Québec. Voici quelles étaient les forces en présence. Les Anglais avaient 49 navires de guerre et 120 navires de transport. C'était à peu près le tiers de leur flotte. C'était vraiment considérable. Je pense qu'on n'avait jamais vu une flotte aussi importante mobilisée par l'Angleterre pour une opération. Il y avait 18 000 marins, mais seulement 8 500 soldats réguliers. Alors ça, c'est le propre des opérations amphibies. Quand vous devez transporter des soldats par bateau, vous ne pouvez jamais en transporter beaucoup. Alors, il faut miser à ce moment-là sur la qualité. Les soldats que Wolfe commandait étaient vraiment des soldats d'élite. Mais il était accompagné aussi d'environ 1 millier de Rangers américains qui étaient peut-être les meilleurs, mais auxquels il faisait plus ou moins confiance.
Du côté des Français, Montcalm peut compter sur 4000 soldats de terre, c'est-à-dire des soldats réguliers français, 2600 soldats de la marine, canadiens pour la plupart, 1500 marins, 15 000 miliciens. Mais là, attention, ce chiffre-là est impressionnant, mais ça ne comptait pas pour beaucoup les miliciens à ce moment-là. 200 cavaliers, donc théoriquement, il y avait un total de 23 000 hommes, mais en pratique, Montcalm pouvait compter sur 10 000 hommes. Mais c'était quand même 10 000 contre 8 500 Anglais. Sur le plan terrestre, les Français avaient quand même un petit avantage numérique, même si sur le plan qualitatif, les Anglais étaient quand même supérieurs. Wolfe a dit « Mon adversaire dispose d'un grand nombre de mauvais soldats, tandis que je commande un petit nombre de bons soldats. » Les Anglais ont remonté le fleuve Saint-Laurent assez rapidement, avec beaucoup d'habileté. Les Français comptaient beaucoup sur les difficultés de navigation dans le Saint-Laurent pour arrêter une flotte anglaise. Donc, on comptait quasiment rien là-dessus. On pensait que c'était impossible pour une flotte importante de remonter le Saint-Laurent, d'autant plus qu'il n'y avait pas à ce moment-là de carte marine. Mais les Anglais ont été capables de le faire. Ils ont été très lentement. Il y avait des bateaux-sondes qui précédaient les navires plus importants. Ils mesuraient la profondeur du fleuve à chaque endroit. Il faut dire qu'ils ont aussi été aidés par un pilote canadien qui avait passé au service de l'Angleterre. Donc, il y en a eu effectivement un trait, pas lors de la bataille des Plaines d'Abraham, mais lors de la remontée du fleuve par la flotte de l'amiral Sanders. Alors, ce personnage, ce sinistre personnage, va recevoir du roi d'Angleterre une pension à vie par la suite, après la guerre. Mais il faut féliciter aussi le travail de l'explorateur James Cook, celui qui va découvrir un peu plus tard le Pacifique Sud. Il était dans l'opération à Québec et ça a été finalement lui qui a rédigé la première carte marine du fleuve Saint-Laurent l'année suivante, à cause des données qu'il avait prises pendant la remontée du fleuve. La carte avait été publiée sous le nom de l'amiral Saunders, mais en réalité, c'est lui qui l'avait fait. 1759 a été appelé l'été des Anglais par les contemporains. Alors, les Anglais prennent position à 3 endroits. D'abord, sur la rive nord, à la hauteur des chutes Montmorency. Alors, sur les hauteurs de Montmorency. Ils débarquent sur l'île d'Orléans. C'est là qu'ils vont installer leur quartier général, leur hôpital de campagne, leur dépôt de munitions et tout ça. L'île d'Orléans ne pouvait pas tellement être attaquée. Il y a eu quelques Indiens qui ont fait un débarquement à l'île d'Orléans. Ils ont tué quelques Anglais. Ils sont repartis, mais les Anglais étaient bien protégés à l'île d'Orléans. Et ils vont s'installer aussi à la Pointe-Lévis, tout près de l'endroit où on est, pour pouvoir bombarder Québec à partir de là. La stratégie de Montcalm, lui, il savait que les murailles de Québec ne servaient à rien. Il n'y avait pas de défense possible contre l'armée britannique. La défense, c'était la géographie. Le fleuve était une barrière en soi. Donc, sa stratégie à lui, c'est de garder les Anglais le plus possible de l'autre côté du fleuve, d'éviter un affrontement parce qu'il craint, avec raison, de perdre un affrontement rangé. Et le temps joue pour lui. Parce que quand arrive le 1er octobre, la flotte anglaise doit partir avant que le fleuve commence à geler. Et ça a presque fonctionné. Il fallait que les Français tiennent 95 jours. Ils ont tenu 78 jours. Il n'en manquait pas beaucoup pour que la flotte anglaise rembarque et reparte. D'ailleurs, l'amiral Saunders avait déjà décidé qu'après le 15 septembre, on était pour embarquer le matériel sur les navires pour se préparer à partir. La bataille des Plaines d'Abraham a eu lieu le 13. On était à 2 jours près. Cette stratégie peut sembler frustrante, mais elle était très efficace. Et Wolfe l'admirait lui-même. Il dit « Mon adversaire s'est prudemment enfermé derrière des retranchements inaccessibles, de sorte que je ne puis l'atteindre sans répandre des flots de sang, et cela pour obtenir peu de résultats peut-être. Le marquis de Montcalm est à la tête d'un grand nombre de mauvais soldats, et j'ai sous mes ordres un plus petit nombre d'excellents militaires qui ne demandent pas mieux que de lui faire la lutte. Mais le vieux renard est prudent, et il esquive l'action.
incertain qu'il est quant à la conduite de son armée. Il faut être du métier pour comprendre les inconvénients et les difficultés au milieu desquels nous travaillons, étant donné l'exceptionnelle rudesse naturelle du pays. Il insiste sur la nature. C'est la meilleure défense pour les Français. Plusieurs historiens ont reproché à Montcalm d'avoir commis 2 erreurs dans la défense de Québec. La première, c'est de ne pas avoir fortifié Pointe-Lévis, donc d'avoir laissé les Anglais s'installer là et d'être en position pour bombarder Québec. Les gens de Québec qui recevaient le boulet le blâmaient déjà à l'époque. Hein, c'est un argument contemporain qui s'est retrouvé dans les livres d'histoire. L'autre reproche qu'on lui fait, c'est d'avoir laissé le plus beau de ses approvisionnements, non pas dans la ville de Québec, mais à Cap-Rouge. Parce qu'en fait, ce que Montcalm faisait, c'est qu'il préparait déjà la retraite vers Montréal. Il ne pensait pas possible de tenir Québec. Il a toujours été très pessimiste. Mais il disait... Il avait reçu des ordres de la France, du ministre Berryer. Il disait « Tenez le plus de territoire possible. Peu importe ce que vous pouvez garder, gardez-le. Parce que même si on perd la guerre au Canada, on va peut-être la gagner en Europe. Et même si on la perd en Europe, lorsqu'il arrivera le traité de paix, si on a gardé une partie de notre colonie en Amérique, ça va être plus facile de négocier la restitution ou du moins la conservation. Donc, sa mission, c'était de garder le plus de territoire possible. Même s'il perdait Québec, il songeait à se replier sur Montréal. C'est pour ça qu'il a laissé ses approvisionnements à Cap-Rouge. D'autre part, les approvisionnements n'étaient pas vraiment menacés parce que les Anglais étaient sur la rive sud. Mais là, les historiens ont dit « Ouais, mais si les Anglais avaient passé sur la rive nord, ils auraient pris les approvisionnements. » Si les Anglais passaient sur la rive nord, Québec était fait de toute façon. On l'a vu. Alors, ça peut se défendre quand même, la position de Montcalm dans ce cas-là. Pour ce qui est de Pointe-Lévis, Montcalm n'avait probablement ni le temps ni les moyens de fortifier. Une petite fortification française de fortune aurait rapidement été prise par les Anglais. Je pense qu'il ne voulait pas perdre son temps là, puis il dit tant pis pour les boulets de canon, il va falloir les endurer. Wolfe a publié un manifeste aux Canadiens. Alors, il leur dit que le roi d'Angleterre ne leur veut aucun mal, qu'ils se battent inutilement pour le roi de France, qu'ils ne devraient pas se mêler de ce conflit entre 2 couronnes, et que s'ils ne prennent pas les armes contre les Anglais, ils vont être très bien traités. Mais il termine par une menace. Si au contraire, un entêtement déplacé, une valeur imprudente et inutile leur font prendre les armes, qu'ils s'attendent à souffrir tout ce que la guerre a de plus cruel. Évidemment, les Canadiens ne sont pas tombés dans le piège, ils étaient tout à fait loyaux au roi de France et ils vont essayer d'importuner les Anglais le plus possible pendant tout le siège de Québec. Les Français comptaient beaucoup sur la stratégie des brûlots. Ils voyaient la flotte anglaise arriver, il y avait beaucoup de navires, ils étaient tous tassés, puis ils étaient tous amarrés entre l'île d'Orléans et la côte sud ici. Alors, si le feu poignait là-dedans, avec le vent, toute la flotte aurait pu brûler. Alors, le but des Français, c'était d'envoyer des petites embarcations, de les allumer pour mettre le feu à la flotte anglaise. Alors, ils vont essayer ça le 28 juillet. Ça n'a malheureusement pas marché parce que les bateaux ont été allumés trop tôt. Mais ça a fait, paraît-il, un très beau feu d'artifice sur le fleuve. Un peu plus tard, les Français vont encore essayer la même tactique. Là, le bateau a été allumé à temps. Il se dirigeait vers les navires anglais. Mais les marins anglais ont été assez habiles. En chaloupe, ils se sont approchés. Ils ont lancé des câbles avec des crochets, puis ils ont réussi à dévier le navire enflammé de sa course. Et finalement, il n'a pas fait de dommages. Wolfe ordonne le bombardement de Québec à partir du 12 juillet, donc pendant 2 mois, presque à chaque jour, la ville va recevoir des boulets, tout a été détruit ou presque. Le 18 juillet, les Anglais réussissent un exploit. Certains de leurs bateaux, 3 ou 4 navires, passent devant Québec et ils vont prendre position en amont du fleuve, sur la rive sud. Ça, les Français ont été surpris. Depuis l'époque de Samuel de Champlain, on s'imaginait qu'un bateau anglais ne serait jamais capable de passer devant Québec parce que Québec, le nom le dit, c'est le fleuve qui est rétréci, il est à portée de canon. Il se trouve que les bateaux anglais ont réussi à passer la nuit. Les Français leur ont tiré dessus à coups de canon, ils en ont atteint quelques-uns, mais pas suffisamment
pour les couler. Alors finalement, non, le rétrécissement du fleuve n'était pas une défense aussi efficace qu'on pensait. Vous remarquerez qu'entre Champlain et Montcalm, il n'y avait personne qui avait essayé ça. Alors on présumait que ce serait impossible pour les Anglais de passer devant Québec, mais il n'y avait jamais personne qui l'avait essayé. Quand ils l'essayent, ils le réussissent. Le 31 juillet, Wolfe prend une décision. Il veut débarquer sur la rive nord. Il décide de débarquer à Beauport. C'est là que Montcalm l'attendait depuis le début. C'est là que l'amiral Phipps avait débarqué en 1690 lorsque il avait assiégé Québec au temps de Montcalm, au temps de Frontenac. Géographiquement, c'était vraiment le meilleur endroit pour attaquer Québec parce que c'est assez plat. Alors, vous débarquez et ensuite, vous pouvez aller vers l'ouest pour attaquer la ville. Alors, cet endroit a été fortifié très rapidement par les Français avec des redoutes, des tranchées, des palissades. On s'attendait à ça. Les Anglais qui étaient de l'autre bord de la rivière Montmorency, eux autres, ne pouvaient pas traverser cette rivière-là parce qu'il y avait 3 passages à gué seulement. 3 endroits où on pouvait traverser sans se noyer. Et les Français gardaient très bien ça. Les Anglais ont essayé une fois de le passer, mais ils ont été tout de suite obligés de retourner en arrière. Alors finalement, il n'y avait pas une grosse menace qui venait de Montmorency. Mais l'idée de Wolfe, c'était de partir de l'île d'Orléans et de Pointe-Lévis, d'arriver avec des embarcations pour débarquer pendant que les Anglais qui étaient sur la hauteur de Montmorency, eux autres, attaquaient. Mais ça a très mal fonctionné. Il y a eu des retards. Ils ont frappé la marée basse. Ils voulaient débarquer à marée haute. Là, ils arrivent à marée basse. Donc, les soldats sont obligés de débarquer et de marcher dans la boue pendant pas mal longtemps. Mais la principale difficulté de Wolfe, c'est qu'il avait mal évalué la distance entre une redoute, un petit fortin que les Français avaient construit, et les tranchées françaises. Alors lui, il avait regardé ça à partir de l'île d'Orléans avec sa lunette, mais il n'était jamais allé sur place. Donc, il pensait que c'était loin. Et ce qui se disait, si on prend la redoute, là, les Français vont vouloir absolument nous chasser, ils vont faire une sortie. Et là, je vais avoir la fameuse bataille rangée que j'attends depuis toujours et que Montcalm essaie d'éviter. Mais ça n'a pas été nécessaire parce que, comme les tranchées françaises n'étaient pas trop loin, ils pouvaient tirer sur la redoute. Là, quand il arrive, Montcalm voit la situation, il a compris que ça ne marchera pas. Mais il a décidé quand même d'aller de l'avant, peut-être parce que ses soldats l'ont précédé, puis eux autres, ils avaient déjà commencé à débarquer. Mais tout ça se termine lamentablement pour les Anglais et ils traversent de l'autre bord. On est rendu au 31 juillet, là. L'automne s'en vient. Il commence à être tard. Wolfe commence à paniquer. Les Français pensent avoir gagné la bataille. À ce moment-là, Vaudreuil était persuadé que les Anglais s'en allaient. Il était certain que Québec était sauvé. Montcalm était beaucoup plus prudent et beaucoup plus expérimenté sur le plan militaire. Lui, il s'attendait à ce que Wolfe se réessaye au moins une fois avant de repartir. Mais il s'est toujours attendu à ce qu'il se réessaye au même endroit à Beauport. Et c'est là que Wolfe va le prendre par surprise. Frustré, Wolfe ordonne de brûler tous les villages de la rive sud du fleuve et aussi d'une partie de la rive nord, entre la rivière Montmagny et à peu près Cap-Tourmente. Les Anglais tenaient ça, alors les villages ont été brûlés à ce moment-là. La population fuyait dans les bois. Parfois, il y a eu quelques résistances, notamment à Sainte-Anne-de-Beaupré, où l'abbé Portneuf, qui était curé, a lui-même dirigé la défense militaire. Il a été tué par les Anglais avec 7 autres paroissiens. C'est spécial parce que l'évêque de Québec, Monseigneur de Pontbriand, avait envoyé à tous ses prêtres une directive à l'effet de ne pas se mêler des combats pour éviter les représailles. Et puis, bon, leur devoir était d'abord un devoir spirituel, mais ce n'est pas tout le monde qui a obéi à ça. On connaît un certain nombre de prêtres qui ont pris les armes. Dans le cas de l'abbé Portneuf, les Anglais ont dit qu'ils avaient pris les armes avant. Ça, c'est moins sûr. C'était peut-être en réaction au massacre que les Anglais venaient faire qu'il a réagi. Mais enfin, on ne connaît pas tous les détails de cette histoire. Mais c'est des Rangers américains qui faisaient ça et les victimes ont été scalpées à la manière indienne. Pendant ce temps-là,
c'est la querelle entre les généraux anglais. Wolfe ne s'entend pas avec ses 3 brigadiers, George Townshend, Robert Monckton et James Murray. Eux autres, ce qu'ils veulent faire, c'est un débarquement à l'ouest de la ville. Et Wolfe veut obstinément reprendre l'opération de Beauport. Wolfe est très hésitant. Il fait pas moins de 8 plans. Il les présente à ses généraux. Ses généraux disent non, ça ne marche pas, ils le refusent. Wolfe les traite de lâches, les traite de scélérats. En fait, il y en a un qui aimait moins, il haïssait moins que l'autre, puis il l'appelait le scélérat, les 2 autres, il les appelaient des lâches. Il faut savoir aussi que Wolfe avait peut-être naturellement pas un très bon caractère, mais il était aussi très malade, il avait des pierres aux reins. On appelait ça la maladie de la gravelle à l'époque, et ça le faisait horriblement souffrir. Parfois, il ne pouvait même pas se lever de son lit. Alors, ça peut expliquer aussi son mauvais caractère. Mais finalement, Wolfe va finir par se rallier au plan de ses brigadiers généraux. Oui, on va débarquer en amont de Québec, à l'ouest de la ville, mais pas à l'endroit où les autres voulaient le faire. Eux autres voulaient le faire à Pointe-aux-Trembles, qui est aujourd'hui la ville de Neuville, ou à peu près dans ce coin-là, donc un petit peu plus à l'ouest. Mais Wolfe va prendre les Français par surprise en décidant de débarquer à Lens-au-Foulon. Il n'a pas pris les Français par surprise, il a pris ses propres généraux par surprise. Il leur avait caché son plan tellement il les haïssait. Et vous savez qu'après coup, le général Murray, qui va être gouverneur du Canada, d'ailleurs qui était un bon gouverneur, toute sa vie, il va dire que Wolfe avait fait une erreur en voulant débarquer à Lens-au-Foulon. Il dit, il a gagné, mais c'est par chance. Ça aurait normalement dû se terminer en déroute. Et effectivement, je pense que Murray avait raison. N'empêche que dans la nuit du 12 au 13 septembre, une troupe de quelques centaines d'hommes en avant-garde descend à Lens-au-Foulon et monte un sentier. On a dit que c'était un traître qui avait indiqué aux Anglais le fameux passage de Lens-au-Foulon. Dans les livres d'histoire français, on dit que ce traître est un Canadien. Dans les livres d'histoire canadiens, on dit que le traître est un Français. Bon. Sauf que dans les archives, il n'y a jamais personne qui nous parle d'un traître. Les généraux anglais qui ont écrit sur la bataille des Plaines d'Abraham ont raconté ça dans tous les détails. Il n'y en a aucun qui a jamais parlé d'un traître. En fait, c'est Wolfe lui-même qui, par une patrouille de reconnaissance en chaloupe, je vous l'ai dit, il était habile là-dedans, il avait découvert ce sentier-là, il savait qu'il était praticable. Mais les Anglais ont été bien chanceux, parce que dans le sentier de Lens-au-Foulon, qui correspond à peu près à la montée Gilmore, le chemin Gilmore, vous savez comment c'est tapé, ça? Alors, une semaine avant, le régiment de Guyane campait là. Puis le 6 septembre, il a été déplacé. On ne sait pas trop pourquoi. S'il était resté là, jamais les Anglais auraient pu monter à cet endroit. Donc, les Anglais ont été chanceux là-dessus. Deuxième chance pour les Anglais, la nuit même où il y a eu le débarquement, les sentinelles françaises, qui étaient commandées par le lieutenant-colonel Vergard, le même qui avait capitulé à Beauséjour, le pauvre, quelques années avant. Alors, il était là, lui, et on lui avait dit qu'il y avait des embarcations françaises qui viendraient pour apporter des approvisionnements à partir de Cap-Rouge. Parce que quand on pouvait venir par le fleuve, c'était mieux que de passer par la route. Alors, des fois, la nuit, on pouvait circuler assez librement. Tant les Français que les Anglais se promenaient assez librement sur le fleuve la nuit. Alors, donc, ils s'attendaient à avoir un approvisionnement. Mais l'opération avait été annulée, sauf qu'on n'a pas avisé Vergard que l'opération est annulée. Donc, il entend des chaloupes venir. Il pense que c'est des chaloupes françaises. Il débarque, il débarque pas plutôt. Il passe, et là, il demande qui va là. Puis, c'est un officier écossais qui lui répond, dans un français impeccable, que c'est des approvisionnements. Il les laisse passer, mais là, il dit normalement, ils devraient descendre ici parce que c'est le sentier. Mais ils sont descendus un petit peu plus loin. Parce qu'en plus, les Anglais se sont trompés de place.
il aurait dû la perdre, la bataille des plaines d'Abraham. C'est vraiment... Il se trouve face à une falaise, puis là, ils sont obligés de s'accrocher aux arbres pour monter. Parce que le sentier, qui était quand même assez praticable, puisqu'on pensait monter des approvisionnements par là, finalement, il était allé un petit peu plus loin. Le groupe qui a monté, c'est finalement pas celui qui était supposé de monter. Bref, c'est chaotique, comme dans toutes les guerres, probablement. Mais n'empêche que quelques centaines d'Anglais se retrouvent vers 4 heures du matin sur les plaines d'Abraham. Le détachement français sont à peu près une trentaine. Ils sont maîtrisés assez rapidement. Il y a on informe Québec, puis ensuite Montcalm, qui lui est à Beauport. Alors vers 5 heures du matin, il y a un Canadien qui se rend à Beauport et qui informe Montcalm à l'effet que les Anglais sont sur les plaines d'Abraham. Lui, il ne le croit pas. Premièrement, il pense que le gars, il est à moitié fou, qu'il est apeuré. Puis après, il se dit, même si c'est vrai, ça doit être une diversion. C'est à Beauport qu'ils vont descendre. Ben non, parce qu'effectivement, il y avait des bateaux anglais qui se promenaient devant Beauport en même temps. Ben, la diversion était à Beauport, le vrai débarquement était à L'Anse-au-Foulon, mais Montcalm a cru que c'était le contraire. Donc, ça a pris un certain temps avant qu'ils réagissent. Donc, vers 5 heures, 5-6 heures du matin, là, il y a déjà quelques milliers d'Anglais qui sont sur les plaines d'Abraham, à l'ouest de Québec. Ils ont même réussi à monter des canons. Ils ont monté 6 canons en pièces détachées. Les hommes transportaient ça. Rendus en haut, ils les ont remontés. Alors moi, quand je lis des livres d'histoire là-dessus, je me dis, mais comment c'est incroyable comment les hommes étaient forts, vigoureux. Hein? Aujourd'hui, on essaierait de faire le même genre de choses aujourd'hui. Je ne sais pas si... Alors, la bataille a lieu. Montcalm décide de frapper vite et fort avant que les Anglais puissent se retrancher, amener plus de canons, amener plus d'hommes. On lui a reproché. Il aurait pu attendre peut-être encore quelques heures parce qu'un peu plus loin, il y avait Bougainville qui commandait les troupes et il aurait pu attendre peut-être jusqu'à midi avant de lancer son attaque pour essayer de refouler les Anglais en bas de la falaise. Mais les troupes de Bougainville, lui, on l'avait chargé de surveiller les déplacements des bateaux anglais et d'être toujours face aux autres au cas où il y aurait un débarquement. Fait qu'il avait pas mal éparpillé ses troupes entre Cap-Rouge et Deschambault. Il fallait rassembler tout ça. Il ne pouvait pas s'emmener nécessairement très rapidement. Bon, évidemment, Montcalm a perdu la bataille, donc c'est facile de blâmer un général qui a perdu la bataille. S'il avait gagné cette bataille, aujourd'hui, on dirait que c'est le plus grand génie militaire de tous les temps. Le hasard joue beaucoup à la guerre. Le hasard et le romantisme, parce qu'il y a un aspect très beau, très romantique dans la bataille des plaines d'Abraham, c'est la mort des 2 chefs. Et d'ailleurs, cette image de Wolfe et de Montcalm qui meurent lors de la bataille des plaines d'Abraham a été reprise dans la constitution de l'identité canadienne, beau grand pays, bilingue, où finalement l'anglais et le français meurent. C'est la fin des luttes européennes et nous, maintenant, les bons Canadiens de langue française ou de langue anglaise, nous sommes faits pour nous entendre. On pourrait également citer un poème anglais que dit-on, Wolfe a récité en traversant le fleuve. Alors, c'était en anglais, mais la traduction française, c'est que la gloire conduit au cimetière. Alors, il y a des peintures qui ont été faites là-dessus. On voit Wolfe qui, en bon britannique, poète, récite un poème de, je ne sais plus trop Byron ou je ne sais plus trop qui, comme les historiens font remarquer, c'est drôle, là, il a donné des consignes de silence, puis là, il se mettait à parler à voix haute, puis récitait un poème. Probablement qu'il n'a jamais dit ça. Mais l'idée est quand même là. Ce qui est assez spécial, c'est de voir que Wolfe et Montcalm, tous les deux, semblaient chercher la mort dans cette bataille. C'est comme s'ils étaient tous les deux dégoûtés de la vie. Et ni un ni l'autre, ils n'ont rien fait pour essayer de se protéger. Ils sont montés en première ligne et on a comme l'impression qu'ils étaient à la recherche d'une balle mortelle. Après la déroute, la bataille des plaines d'Abraham dure à peu près 20 minutes. Les
Français chargent, mais comme ils sont mal organisés, mal entraînés, il y a beaucoup de Canadiens parmi eux qui n'ont pas l'habitude de la bataille rangée. Ils tirent trop vite, ils se couchent à plat ventre pour tirer, alors que selon la méthode européenne, il fallait tirer debout ou à genoux. Donc on mélange la guérilla avec la guerre rangée. Les Anglais, eux autres, sont beaucoup plus disciplinés. Ils mettent 2 balles dans leur fusil, ça double leur feu, et paf, ils frappent les Français. Les Français ont eu l'impression qu'ils avaient subi plus de morts que les Anglais, mais quand on regarde le décompte, il y a eu autant de morts d'un côté que de l'autre. C'était pas une victoire si décisive des Anglais en termes de pertes. Mais à la guerre, ce qui est le plus important, c'est l'ordre ou le désordre. Les Français ont déguerpi de manière désordonnée. Pendant ce temps-là, le gouverneur Vaudreuil, qui lui était très loin, il est toujours resté à Charlebourg. Il n'a jamais été sur le champ de bataille, ni à Beauport, ni sur les plaines d'Abraham, ni jamais de sa vie. Puis là, il arrive, tout est fini évidemment quand il arrive. Puis en plus, il arrive en voiture. Il n'arrive pas à cheval, il n'était même pas capable de monter à cheval. Et là, il décide de prendre le commandement des troupes et d'ordonner une contre-attaque. Alors, l'officier français, qui était le plus haut gradé à ce moment-là, j'ai oublié son nom, l'envoie carrément promener. Et il n'y avait aucune crédibilité sur le plan militaire. Et l'officier dit non, il faut retraiter, on continue à retraiter. Là, les Français se sont repliés derrière la rivière Saint-Charles, un peu en arrière de Québec. Il y avait une garnison qui restait dans Québec, donc il tenait encore Québec. Il tenait la rivière Saint-Charles. Et là, le chevalier de Lévis est arrivé. Quelques jours après, parce que lui, il était à Montréal. Parce qu'on se battait aussi, on continuait à se battre dans l'ouest, dans la région du lac Champlain, dans la région du lac Ontario. Il fallait éventuellement défendre Montréal contre le général Amherst qui montait vers le nord. Mais Amherst, il allait tellement lentement, on ne comprend pas d'ailleurs pourquoi il a été si lent que ça. Parce que s'il avait attaqué Montréal le même été que Wolfe attaquait Québec, bien, ça aurait été à l'avantage des Anglais. Pourquoi il n'en a pas profité? Il est allé très très lentement. Il y en a qui ont dit que c'est parce que Amherst ne croyait pas que Wolfe était capable de prendre Québec. Il y en a d'autres, des méchantes langues, qui ont dit que Amherst avait bien hâte que Wolfe se casse le marboulette, parce que Wolfe lui jetait de l'ombre. Bon, il y a peut-être une autre explication aussi, qui m'apparaît plus crédible, c'est qu'Amherst avait la mentalité d'un général du 18e siècle, un général de la guerre en dentelle. Et la guerre en dentelle, c'était essentiellement une guerre de mouvement, et on essayait d'avoir une supériorité numérique et éventuellement de l'emporter sans aucun combat. Il y avait des brillants généraux en Europe au 18e siècle qui ont fait une carrière complète sans jamais avoir engagé aucun combat, mais ils remportaient leur bataille pareil. Parce qu'à cette époque-là, on se battait pas jusqu'au dernier. C'est pas la Première Guerre mondiale, c'est pas la bataille de Verdun. C'est une guerre un peu plus intelligente que ce qu'on fait aujourd'hui. Et quand Amherst va attaquer des forts français dans l'Ouest, il était presque toujours à 10 contre 1. Les Français résistaient un peu pour l'honneur, mais il y avait finalement très très peu de pertes et ils déguerpissaient. Alors je pense que c'est peut-être plutôt ça. Amherst combattait à la manière des généraux du 18e et il allait très très lentement, mais très très sûrement. Alors toujours est-il que Lévis était resté à Montréal pendant le siège de Québec. Là il revient, c'était lui qui était le commandant adjoint, donc il remplace Montcalm. Il a pensé à faire une contre-attaque, mais ça n'a pas été possible parce que Québec avait capitulé. Celui qui commandait la garnison à Québec, c'était Ramsay. Et il avait reçu à l'avance des ordres écrites de Vaudreuil et de Montcalm à l'effet que dès qu'il verrait qu'il manquait de nourriture et que la population civile était menacée de famine, de capituler. Alors il y avait calculé qu'il restait à peu près 8 jours de ration. Le 14 septembre, il restait 8 jours de ration. Là, il engage les négociations. Et les négociations étaient... les conditions de capitulation étaient assez bonnes. Les Anglais ont été assez généreux parce qu'ils voulaient justement que Québec capitule. On accorde des honneurs de guerre, on accorde la sécurité aux millions de personnes, on reconnaît le libre exercice de la religion catholique et on dit, ben, ceux qui veulent embarquer en France, on les embarque, on les ramène en France par des bateaux britanniques. Alors, bon, donc, Ramsay avait capitulé. Il paraît que Vaudreuil et Lévis étaient fâchés de ça. Ils considéraient que c'était une erreur.
Pourtant, Vaudreuil, quelques jours avant, avait signé ces directives-là. Il suit ces directives. Vous voyez comment Vaudreuil était très indécis dans toute son attitude. Alors, toujours est-il que Québec capitule. Mais ça ne veut pas dire que la guerre était finie. Lévis essaie de reprendre sa revanche l'année suivante. Il se replie à Montréal pendant l'hiver. Les Français avaient installé des fortifications au niveau de la rivière Jacques-Cartier. Donc, il y a eu quelques escarmouches autour de la rivière Jacques-Cartier. Les Anglais n'allaient pas tellement plus loin parce que le gros des troupes avait été rappelé. Alors, la flotte, évidemment, en octobre, part pour ne pas être pris dans les glaces. Ça va soit en Angleterre ou à Halifax. Et la plupart des troupes terrestres sont ramenées en Europe pour servir sur d'autres champs de bataille. Murray reste à Québec, il y a 6 000 hommes. Sur ces 6 000 hommes, il y en a 2 000 qui sont morts le premier hiver. C'est tough le choc microbien. Hein? Il n'était pas habitué aux microbes d'Amérique, ces Britanniques-là. Il y en a. Ce qui est impressionnant avec les guerres d'Ancien Régime, c'est que les armées de terre sont décimées par les épidémies, les flottes sont décimées par les naufrages, mais finalement, il y a assez peu de gens qui meurent vraiment aux mains de l'ennemi. Toujours est-il que Lévis essaie de reprendre Québec au printemps. Le 28 avril 1760, il est sur les plaines d'Abraham. Et là, Murray fait une sortie et attaque exactement de la même manière que Montcalm l'année précédente. Ça me laisse croire que Montcalm n'avait peut-être pas pris la mauvaise décision. C'était peut-être la seule chose à faire. Et un peu comme lors de la bataille des plaines d'Abraham, il y a eu à peu près le même nombre de morts de part et d'autre. Mais les Anglais étaient plus désordonnés, donc finalement, ils vont retraiter, ils vont se barricader dans la ville de Québec. Et là, on attendait de voir si le premier bateau qui arriverait à Québec serait un bateau français ou anglais. Parce que Lévis se disait, si la France veut reprendre le Canada, elle va envoyer très rapidement une flotte au printemps, essayer de devancer les Anglais. Moi, je ne le sais pas, alors je fais comme si eux autres avaient l'intention de le faire. Je fais ma part, bataille terrestre, il l'a remporté brillamment. Il attendait que la marine fasse son travail. Mais finalement, le premier navire qui va arriver, c'est un navire anglais le 9 mai 1760. Parce que la flotte d'Halifax, elle aussi, avait reçu l'ordre de se rendre à Québec le plus vite possible. Est-ce que c'est parce que les Français avaient décidé de laisser tomber le Canada? Non, pas du tout. Les Français avaient bel et bien décidé d'envoyer, non pas une flotte, parce qu'il n'y en avait pas, mais un escadre pour essayer de reprendre Québec. Le ministre de la Marine a affrété une frégate. C'était pas gros, ça, une frégate. Une frégate, c'est un navire où il y a une rangée de canons seulement. Les vaisseaux, il y avait plusieurs rangées de canons. Bon, il affrète une frégate et 5 navires de commerce sur lesquels il met 400 hommes de troupes pour aller à Québec. C'était pas beaucoup, mais s'il était arrivé avec les Anglais, probablement que Lévis aurait pu reprendre Québec. Probablement que Murray aurait capitulé. Il suffisait de quelques semaines, un problème, il y aurait eu une tempête au départ d'Halifax, qui aurait retardé les navires anglais de quelques semaines, que ça aurait pu marcher, l'opération française. Et si les Français avaient repris Québec en 1760, est-ce que les Anglais se seraient retapés encore une fois un siège comme l'année précédente? C'est peu probable. Ça avait coûté tellement cher, ce fameux siège de Québec. Est-ce qu'on aurait réessayé ça une deuxième fois? Peut-être que le Canada serait resté à la France. L'Ouest aurait sûrement été perdu. L'Ouest américain, je pense que toute la région de l'Ohio, si on ne pouvait pas récupérer ça. L'île du Cap-Breton non plus. Mais peut-être que la vallée du Saint-Laurent aurait pu rester à la France, au moins jusqu'au temps des guerres napoléoniennes. Et à ce moment-là, l'histoire aurait été bien différente. Mais ça n'a pas fonctionné parce que sur les 6 navires, il y en a 2 qui ont été arrêtés par les Anglais. Il y en a un qui a fait naufrage dans le bout des Açores. Il y en a 3 qui se rendent dans le golfe du Saint-Laurent, mais là, ils tombent sur la flotte anglaise. Alors, le commandant français décide d'aller se réfugier dans la baie des Chaleurs. Et il débarque près de la rivière Ristigouche. Là, les navires anglais arrivent, lui remontent la rivière Ristigouche,
Et il y a eu une bataille navale dans la rivière Ristigouche. Ça a été la dernière bataille de la guerre de la conquête. Ça n'a pas été celle de Montréal, ça n'a pas été la capitulation de Montréal. Ça a été la bataille de la Ristigouche. Le commandant français décide de s'aborder ses navires, il débarque, construit un fort, et il tient tête aux Anglais jusqu'au 23 octobre 1760. C'est là qu'il a appris que Montréal avait capitulé, puis là, bon, comme il savait que Montréal avait capitulé, ben lui aussi, il s'est rendu aux Anglais à ce moment-là. Effectivement, Montréal avait capitulé le 8 septembre 1760. Il y avait 3 armées qui arrivaient, une dirigée par le général Amherst, qui venait du lac Ontario, un autre dirigé par le général Adelin, qui venait de Richelieu, et Murray qui descendait, qui remontait vers le Saint-Laurent à partir de Québec. Ça faisait en sorte que les Anglais étaient 17 000 et les Français 2 000. Il n'y avait pas vraiment de combat possible. Et le gouverneur Vaudreuil, ben là, a pris une sage décision de capituler. Je suis assez sévère dans mes propos sur Vaudreuil, mais je pense que ce gouverneur-là mériterait d'être mieux connu et mieux compris. Il n'y a pas de biographie qui a été faite de lui encore. Ça vaudrait peut-être la peine d'en faire une. Je pense que Vaudreuil était un bon politique, mais un piètre militaire. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est de le nommer intendant. Si Vaudreuil avait été intendant à la place de Bigot, comme Vaudreuil était honnête, ben, la colonie aurait été mieux administrée. Et Montcalm n'aurait pas eu de problème, aurait eu un complice contrôle de l'armée s'il avait été le gouverneur général. Comme on dit en anglais, the right man to the right place, là, le bonhomme à la bonne place. J'ai l'impression que dans le cas de Vaudreuil, ses compétences n'ont pas été bien utilisées parce qu'il n'était pas à la bonne place. Terminons avec une dernière bataille. La dernière bataille en Amérique entre les Français et les Anglais pendant la guerre de 7 ans a eu lieu à Terre-Neuve le 15 septembre 1762. Les Français avaient débarqué à Terre-Neuve quelques semaines avant, avaient repris le poste de la ville, qui est aujourd'hui la ville de Saint-Jean. Je ne pense pas que l'intention c'était de reconquérir le Canada, c'était pas pensable, mais ce que les Français voulaient, c'était de s'assurer de certaines positions pour les pêcheurs français qui venaient pêcher dans les bancs de Terre-Neuve. Finalement, ces positions-là, ils vont les avoir lors du traité de Paris avec Saint-Pierre et Miquelon, mais là, c'était plutôt Terre-Neuve qui essayait de prendre. Mais les Anglais, les chasses de Terre-Neuve, le 15 septembre 1762. Quelle conclusion peut-on tirer de tout ça? La première, c'est que Montcalm est un héros. Octave Crémazie, dans la légende d'un peuple, disait « 4 fois vainqueur, 1 fois vaincu ». Je pense que ça résume bien ce qu'était Montcalm. Ça a été un brillant général et l'histoire de la Nouvelle-France se termine glorieusement avec une figure comme Montcalm. Je reproche sévèrement aux historiens de l'avoir excessivement dénigré. La France n'a pas abandonné le Canada, contrairement à la légende. Légende d'ailleurs qui est entretenue par Guy Frégaud dans son livre sur la guerre de la conquête. Ce livre, La guerre de la conquête, là, il faudrait le réécrire au complet. Dans l'intérêt du nationalisme canadien-français, il faudrait revoir complètement la guerre de la conquête. Premièrement, enlevons le mot « conquête ». C'est jamais intéressant d'être conquis. Trouvons un autre mot. Et présentons cette guerre-là comme étant une guerre qui aurait pu être gagnée. Frégaud nous présente toujours les Français ou les Canadiens comme un peuple vaincu d'avance. Mais quand on pense qu'on est vaincu d'avance, on n'est pas loin de se considérer comme un peuple qui est né pour un petit pain. Et ça renforce pas la fierté patriotique, ça. Non, au contraire, cette guerre-là aurait pu, et peut-être même aurait dû être gagnée. En tout cas, la bataille des Plaines d'Abraham, elle aurait dû être gagnée. C'est un miracle pour les Anglais qui ont réussi à remporter ça. La France n'a pas abandonné le Canada, on l'a vu. Elle voulait sauver le Canada en faisant un débarquement en Angleterre. Ça aurait été la meilleure chose à faire. Et même à la fin, même après la prise de Québec, on envoie des bateaux, peu, mais quand même, on envoie ce qu'on peut. Ça ne marche pas.
mais bien des choses qui ne marchent pas à la guerre. On ne peut pas reprocher à la France d'avoir laissé tomber le Canada lors de la guerre de la conquête. On peut peut-être reprocher à la France, au temps du roi Louis XIV, d'avoir cessé l'effort de peuplement du Canada après Jean Talon. Ça a été une grave erreur, mais lors de la guerre de la conquête, je pense que la France s'est comportée honorablement. La victoire anglaise, donc, n'était pas inévitable. La conquête n'est pas un bienfait providentiel, contrairement à ce que l'on a essayé de faire croire au 19e siècle. Hein? On nous a dit que le bon Dieu avait permis la conquête du Canada pour nous protéger de la Révolution française. Ben voyons donc. Nous faire tomber dans l'Empire britannique pour nous protéger de la Révolution française. Qu'est-ce que la Révolution française? C'est le triomphe du libéralisme. D'où vient le libéralisme? Il vient de l'Angleterre. En quoi ça nous aurait protégé du libéralisme que de devenir anglais? Le patriotisme canadien-français doit intégrer le patriotisme français, des Français de France. Il ne faut pas se couper de la mère patrie psychologiquement. Et c'est ce que certains de nos historiens ont fait lorsqu'ils ont pris le parti de Vaudreuil contre Montcalm. Comme je vous dis, au fond, ces gens-là étaient tous les deux des Français un peu différents, mais c'était quand même des Français. On transpose dans le passé une querelle d'aujourd'hui qui ne devrait même pas avoir lieu aujourd'hui. Alors, le patriotisme canadien-français doit garder un lien indéfectible avec la France, mais un lien qui ne soit ni de la franco-latrie de type colonial, ni de la francophobie de type anglais. Parce que ceux qui ont travaillé très fort pour nous faire détester les Français après la conquête, c'est les Anglais. Qu'en fait, la conquête d'un peuple, rien de mieux que de le convaincre que c'est pour son bien et qu'il était mal gouverné avant que l'autorité qu'il y avait avant. Alors donc, les Anglais ont fait beaucoup dans leur propagande pour nous tourner contre la France après la conquête, question de bien assurer leur contrôle sur le pays. Et bien, les Canadiens français se sont laissés acculturer en tombant dans ce piège de la propagande anglaise. Et je me demande dans quelle mesure que Guy Frégault lui-même n'a pas fait ça. Et il y aurait tout un nouveau regard qu'on pourrait porter sur la fameuse école de Montréal, les historiens Maurice Séguin, Guy Frégault, Michel Brunet, pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup d'admiration, mais qui me semblent un peu trop anglophiles parce qu'un peu trop libéraux. Les Canadiens français ne doivent pas se considérer comme un petit peuple. J'aime bien Lionel Groulx, mais ça, cette expression-là, je la disais un peu, un petit peuple. Alors, ou bien on est un peuple, et si on est un peuple, on est un grand peuple. Si on est un petit peuple, là, ça ne mérite pas de vivre. Nous sommes un grand peuple, et d'ailleurs, Montcalm lui-même le disait. Montcalm écrit à un moment donné, les Canadiens se considèrent la première nation au monde. Bon, peut-être que Montcalm n'était pas d'accord avec ça, mais n'empêche que dans son cas, comme dans celui de Caïphe et de Pilate, l'Éternel parlait par sa bouche. Et la preuve que les Canadiens français sont la première nation au monde, ben, c'est l'épopée glorieuse de la Nouvelle-France. Je vous remercie. S'il y en a qui ont des questions, j'aimerais mieux peut-être que vous veniez me voir individuellement parce qu'il va y avoir l'adoration dans 11 minutes, alors on peut peut-être souffler un peu. Alors je vous remercie de votre attention et de la présence assez nombreuse. Je suis surpris et agréablement surpris. Merci.